Bien, bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bonsoir monsieur le maire, bonsoir monsieur Olivier Rolic, qui est où? Voilà, bonsoir. Bonsoir Michael Marjot, directeur de la culture. Bonsoir à tous, chers amis, on est ravis évidemment de vous retrouver ce soir pour cette cérémonie. Donc nous voici de retour pour ce rendez-vous annuel devenu une tradition, la remise du Brise-Lames 2022, prix de l'encre Malouine. Comme chaque année, la saison a fraîchi, l'été s'est éloigné, mais il demeure ce ciel, encore bleu quelquefois, et les couleurs si douces de l'automne breton. Nous sommes réunis dans ce salon si beau, qui met la mer à portée de regard, presque à la toucher, et une fois de plus, je voudrais remercier Olivier Rolic de son accueil. Rien n'est dû dans la vie, cher Olivier, et chaque année, l'encre Malouine a conscience du privilège que vous lui accordez, de jouir de cette beauté extérieure, intérieure, qu'elle peut partager avec ses adhérents. Du fond du cœur, merci. Pour la 4e fois, le Brise-Lames va être remis à un écrivain que le jury a porté à la première place. Carole Deloire, présidente de ce jury, vous en parlera tout à l'heure. Cette année, nous accueillons aussi un écrivain qui a accepté d'être président d'honneur de ce prix, et nous remercions François Valéjot d'être parmi nous ce soir, invité de l'encre Malouine il y a 2 ans, pour son roman Hôtel Waldheim. J'ai souhaité, là je dis j'ai souhaité qu'il soit le premier président d'honneur de ce prix pour l'amitié qui est née entre nous après cette première rencontre. Merci, cher François, pour ta présence ce soir. Un prix littéraire, c'est toujours précieux, et c'est toujours une tâche délicate à accomplir. En effet, choisir un lauréat ou une lauréate, c'est laisser sur le rivage d'autres textes, d'autres œuvres, confronter sa pensée à celle des autres, entrer dans une œuvre ou passer sans s'arrêter. C'est assez périlleux, au fond, d'inscrire son vote définitif. Et pour avoir eu tous ces lauréats en ligne, à un moment ou à un autre, je sais combien ils sont sensibles à cette reconnaissance, qui chaque fois leur donne un nouvel élan, fût-il infime. Être reconnu à travers son écriture, c'est si difficile d'écrire, pour avoir touché des inconnus à qui soudain vous devenez familier, est une expérience unique, délicieuse, fondatrice. Vous éveillez soudain quelque chose en eux, d'intime, dont peut-être ils n'avaient pas conscience. Et voici que tout à coup, des passerelles se tendent, des ponts se jettent, une connivence est née. Connivence des esprits, transparence des cœurs, coïncidence des âmes. Disait Jean-Jacques Rousseau, la magie opère et vous cessez d'être seul, parce que les mots d'un autre sont là, parce que vous avez lu, parce que vous avez vécu. Quelle merveille! Alors oui, le Brise-Lames, prix né sur la côte d'Émeraude, est une belle chose. Car ces mots qui soudain se gravent dans notre cœur, y prennent une place immense, y font rayonner de la lumière, impriment la trace indélébile de ce qui sera bientôt un souvenir, et ce sont bien les souvenirs qui tissent notre chemin, les livres que nous n'oublierons plus, phares qui brilleront à jamais dans notre vie. Merci à tous et que les mots soient un des liens qui nous unissent. Je vais donc donner la parole à monsieur le maire, qui nous fait l'amitié de soutenir ce Brise-Lames et qui est parmi nous ce soir. Merci monsieur le maire, merci Gilles. Merci Charlotte pour ces mots. Je vais bien sûr saluer d'abord votre président d'honneur, M. Valéjot, qui est ici présent. Toi-même, Charlotte, la présidente de l'encre Malouine, la présidente du jury que je n'ai pas encore vue, mais qui est là. Elle est là, Madame Deloire, merci beaucoup. Le directeur des tables marins, Olivier Rolic, que j'ai aperçu en entrant et en le regardant, je me disais que cette salle avait dû subir un coup de peinture. Il n'y a pas longtemps, parce que je ne la reconnaissais pas, enfin je ne reconnaissais pas les mouettes qui s'envolent dans le plafond. Et je trouve que c'est une excellente idée.
Mesdames et messieurs, je salue également le directeur du service culturel de la ville de Saint-Malo qui est ici présent, monsieur Margeau, et chers amis de l'Ancre Malouine. Je souhaite tout d'abord vous faire part du plaisir que j'ai pour la deuxième fois. Je n'ai pas fait les 4 remises de prix, mais c'est la deuxième fois en tant que maire, et je ne vois pas comment il en aurait été autrement d'ailleurs, pour la deuxième fois, le plaisir que j'ai d'être parmi vous sur ces lieux d'une très grande beauté, qui nous offre en plus ce soir le plaisir d'un magnifique coucher du soleil sur la vieille ville, à l'occasion de la remise du prix du 4e prix de l'Islam de l'Ancre Malouine. Cette distinction, elle est, de mon point de vue, le symbole même d'un grand dynamisme de la part de l'association, et aussi, Charlotte, je voulais dire, d'une grande richesse intellectuelle locale que j'apprécie. Je sais tout ce qui se fait à travers l'Ancre Malouine, je sais toute la passion que vous y portez. J'avais dû vous le dire déjà l'année dernière, mais je sais aussi que vous le devez, bien sûr, à une personne qui anime ça avec un très très grand talent, c'est bien sûr Charlotte Cabot. Je sais que ce prix Brislam, il est stimulé par les accents de la ville, de littérature reconnue, qu'est devenu Saint-Malo, grâce à toi, grâce à d'autres aussi, mais grâce à toi. Sous ta houlette, Chateaubriand et bien d'autres y avaient imprimé leur puissante trace, et vous avez su inscrire celle-ci et la prolonger dans la modernité et notre réalité contemporaine. Je ne sais pas si le prix Brislam vivra aussi mieux que les Brislam actuellement en place sur la plage du Sillon, c'est-à-dire 2 siècles. J'ai appris tout ça au fur et à mesure des événements, mais Charlotte, vous pouvez être fière d'avoir supporté avec opiniâtreté et grande intelligence le projet littéraire de haute volée, j'ose le dire, de votre association. Merci beaucoup. Malgré les aléas de la crise sanitaire que nous avons tous connus pendant ces derniers mois, un peu plus de cette dernière année, ce projet pousse l'Ancre Malouine vers une reconnaissance accrue de milieux littéraires plus larges. J'ai l'impression qu'il s'inscrit dans la longue lignée des rendez-vous littéraires de référence, en évitant les écueils de l'élitisme, tout en cultivant les graines de l'exigence, comme beaucoup aiment à le dire. C'est ce que je voulais vous délivrer comme message, Charlotte, ce soir. Vous avez su tenir face à la crise pour faire durer l'Ancre Malouine. Tu as su, on se tutoie depuis déjà pas mal de temps, tu as su tenir, et à de nombreuses reprises, tu m'as dit combien tu hésitais à poursuivre cette activité, parce qu'elle était pour toi extrêmement prenante, je dirais même extrêmement prégnante. Tu l'as poursuivie, et c'est important pour Saint-Malo, c'est important pour les personnes qui sont ici présentes et qui, encore plus nombreuses, aiment participer à cette activité. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, je souhaite encourager vraiment cela. Isabelle Dupuis, qui travaille avec moi sur les affaires culturelles, qui est mon adjointe aux affaires culturelles, est absente en ce moment. Je sais combien elle aurait souhaité être là pour te les témoigner. Je sais combien entre elle et toi le courant passe, et j'en suis vraiment très heureux, parce que ça n'est pas facile quand vous commencez un mandat, que vous n'avez jamais assumé de fonction d'élu, de vous retrouver adjointe aux affaires culturelles d'une ville comme celle de Saint-Malo, et je voulais vraiment te remercier, vous remercier de l'accueil que vous lui avez réservé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais avoir l'occasion d'ici quelques instants avec toi de féliciter le lauréat, mais je ne veux pas trahir le secret qui est pour le moment bien gardé. Alors non, je ne demanderai pas. Ça va aller. Il y a quelqu'un là sur cette chaise? Monsieur le maire, monsieur le directeur de la culture, monsieur Rolic, Charlotte, Charles, chers amis et adhérents, c'est un redoutable privilège d'être devant vous ce soir. En effet, parler après Charlotte et monsieur le maire n'est pas évident, mais succéder à Marcelino Truong
et Gwenaëlle Robert en tant que présidente du Brise-Lames l'est encore moins. Fort heureusement, j'ai un jury formidable à mes côtés. Il est composé de 10 membres comme les années précédentes. Bernard Brier, mon compagnon, et Jean-Baptiste Maudet avec des humains sur fond blanc aux éditions Le Passage a reçu Brise-Lames 2021. Enfin cette année, Muriel Montserrat est venue compléter notre équipe. L'année prochaine, le jury sera partiellement renouvelé et même si je suis heureuse de faire la connaissance de nouveaux jurés, je suis également triste à l'idée de me séparer de certains. Parler livres et échanger sur eux crée de puissants liens. Avant de commencer et de vous donner le résultat final, je voudrais dire combien je suis honoré de me retrouver devant vous. C'est vrai que j'ai accepté immédiatement la proposition de Charlotte Cabot quand elle est arrivée cet été, parce que j'avais vécu cette expérience de l'encre Malouine il y a 2 ans, et c'était pour moi resté un moment important, et avec un public attentif comme vous l'êtes, et c'est quelque chose de très beau d'avoir devant soi des gens attentifs et qui sont là pour les livres. C'est principalement ça, évidemment, que nous recherchons. Alors, maintenant, il s'agit de savoir qui l'a emporté. 3 personnes avaient fini par être dans le trio final. Bon. Le 3e, Grizzly, de Nano Rousseau, aux éditions Buchet-Chastel. 3e. Vous n'aurez pas... Nous n'aurons pas d'ours à affronter ce soir. Le 2e, Sous le regard des grands frênes, de Marie-Hélène Bahin, aux Terres du Couchant. Et le vainqueur, ou la vainqueur, plutôt, de ce Brise-Lames 2022, c'est Viola Ardone pour Le Train des enfants. Paru aux éditions Albin Michel. Nous aurons tout à l'heure la chance d'avoir l'éditeur ou l'éditrice de ce livre et de cet auteur, puisque elle est italienne et elle est occupée en ce moment visiblement par la sortie d'un autre livre en Italie. Et un autre livre en Italie, ça veut dire des sorties, ça veut dire des rencontres, ça veut dire une promotion intense. Et donc elle ne pouvait pas venir jusqu'à nous. Mais nous aurons peut-être, je crois même sûrement, l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Alors, c'est un livre italien, et c'est important que ce soit un livre italien, évidemment, parce que c'est un livre italien par sa géographie, par son histoire. Alors évidemment, c'est un livre qui a eu en Italie déjà un succès qui évoque des souvenirs à un certain nombre de gens du pays qui ont connu une expérience que ce livre retrace. Et donc, ça déclenche peut-être des souvenirs et de la reviviscence d'un passé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Et alors pour nous, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est autre chose. Alors, quand on voit ce livre, et quand on lit ce livre, c'est vrai que l'Italie, et ce qui nous est présenté de 1946, dans le sud de l'Italie, puis dans le nord de l'Italie, pour nous, ça réveille d'autres souvenirs, peut-être des souvenirs de cinéphiles. C'est-à-dire que nous avons peut-être des échos du néo-réalisme italien, du cinéma néo-réaliste. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a été important aussi dans cette lecture, chacun ayant son appréciation, chacun ayant ses points d'accroche. Pour moi, ça en a été un, et c'était évidemment quelque chose
d'important. Malgré tout, ce n'est pas un livre qui se met dans une tradition particulière en dehors du cinéma. Et c'est un livre à part entière et qui est un merveilleux livre. C'est vrai que je l'ai apprécié d'entrée parce que c'est ça qui est en lien peut-être avec le néo-réalisme italien, c'est quand même la dimension à la fois d'émotion et d'humour aussi, parce que c'est un livre qui ne manque pas d'un certain humour. Et justement, cet humour, il apparaît dès le départ. Nous sommes pris d'entrée par le fait qu'il y a un thème important. Tout ça tient à beaucoup de détails remarquables, je trouve, et c'est le thème des chaussures. Puisque nous avons un petit garçon pauvre, dans les années 40, 46 donc, et qui est là à compter les chaussures dans la rue, les chaussures trouées, les chaussures en bon état, qui se donne tout un petit tarif de points pour ce genre de choses. Et ça, c'est une création merveilleuse parce que c'est d'un seul coup la possibilité à la fois de donner un regard d'enfant qui joue le jeu d'un enfant, puis en même temps, ça nous donne la dimension sociale du récit. Et parce qu'il est en train de parler de chaussures trouées, il parle des chaussures qu'il réutilise, les chaussures des autres qu'on lui donne. Et donc, il y a toute cette dimension ludique d'un enfant qui s'amuse, et puis quelque chose de plus profond dans la société italienne de cette époque. Parce que c'est effectivement cette situation que j'évoquais au départ. Nous avons l'Italie de 1946, c'est-à-dire l'Italie qui sort du fascisme, qui sort de la guerre, et l'Italie qui, en même temps, est sous influence à la fois chrétienne-démocrate et communiste. Et donc tout le récit nous emmène sur les traces des communistes de ce temps qui d'un seul coup ont cette idée de sauver les gens du Sud par rapport aux gens du Nord. Et ça, c'est vrai que c'est cette dimension de l'Italie qui nous est lointaine, peut-être, la différence marquée entre l'Italie plus pauvre et le Nord plus riche. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire de voir qu'à partir du moment où les enfants venus du Sud, pour leur misère, sont envoyés chez des communistes du Nord, d'un seul coup, on a l'impression que les communistes du Nord sont des bourgeois, sont des gens cultivés, sont des gens aisés presque par rapport au moins à ceux du Sud. Et c'est ça que c'est une dimension évidemment qui peut nous paraître totalement exotique à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est aussi une réussite. Alors donc, à partir de ce moment, en dehors de cette grande invention de petits détails, il y a aussi la grande réussite du livre pour moi, c'est l'équilibre entre la narration d'un enfant et la narration d'un adulte, parce que finalement les deux se recoupent, et je crois que ça c'est un défi important pour à la fois un auteur et pour la traductrice, qui n'a pas forcément un travail facile quand il s'agit de montrer les qualités d'écriture de quelqu'un, parce que c'est un livre qui a cette grande qualité d'écriture, et comment arriver à faire sentir la voix d'un enfant, la naïveté d'un enfant, la familiarité d'un enfant, et puis en même temps la particularité et le regard d'un adulte qui le traverse. Donc les deux voix se traversent, et ça c'est fait de façon magistrale, parce que d'un seul coup nous avons le sentiment qu'elle n'en fait pas trop pour faire trop enfant, pour faire le petit Nicolas, quoi. On est autre chose. Et en même temps, ça ne prend pas non plus la voix dominante de l'adulte. Donc on est dans cet entre-deux, et qui est parfaitement réussi. Et c'est, je crois, le plus important de ce livre. Alors c'est un livre évidemment qui repose sur une série de déchirements, et les déchirements d'une famille, d'un enfant pauvre arraché à sa mère. En tout cas, c'est sa mère qui accepte de le faire partir dans le Nord avec d'autres enfants. Et ces déchirements successifs, évidemment, c'est
tout le nœud de l'histoire et la dimension de drôlerie que nous avions au départ s'atténue progressivement, puisqu'on se retrouve évidemment avec un enfant arraché à sa mère et qui trouve une autre vie et un autre bonheur et un destin qui va changer. Et sans raconter l'histoire, il est vrai que d'un seul coup, c'est cette domination du destin qui devient importante, parce qu'on a quelqu'un qui se retrouve coincé entre son passé, entre ce qu'il a été avec sa mère et ce qu'il va devenir avec d'autres gens qui décident de tout faire pour lui, qui deviennent sa deuxième famille. Et donc, d'un seul coup, c'est quelque chose d'extrêmement déchirant. Alors donc, il y a aussi des petits détails. Chacun, à ce moment-là, voit d'autres détails. Et je crois que nous en avons parlé tout à l'heure avec Charlotte. Elle avait été sensible au déchirement de la mère qui serre le manteau de son fils au moment où il doit prendre le train pour partir vers le nord. Et chacun peut trouver à chaque fois un petit détail qui peut le troubler ou le séduire. Moi en particulier, j'ai été séduit par la scène où il se met à neiger dans le nord et où une des petites filles qui fait partie du convoi est persuadée que c'est de la ricotta qui tombe du ciel et qui vient se déverser sur elle, et pour elle c'est merveilleux. Il y a à manger, c'est de la ricotta. Bon. Alors voilà, des trouvailles de ce genre, on en a constamment, ne serait-ce encore que les prénoms des communistes de là-haut, qui portent chacun un prénom qui finit par être le premier, l'aîné, Rivo, le deuxième, Lucio, et le troisième, Nario, ce qui, quand on les appelle tous les trois ensemble, devient Rivoluzionario. Et donc, c'est vrai que c'est une trouvaille, et à une époque où la question des prénoms se pose, là on en avait un exemple intéressant. Bon, alors, pour juste conclure avec quelques indications et un petit extrait aussi que je vais vous lire, c'est vrai que ce déchirement dont je parlais, il va jusqu'au bout, puisque, au fond, c'est des gens qui décident d'aider les autres, qui essaient d'infléchir leur destin misérable, difficile, pour leur donner un destin meilleur. Et il y a à ce moment-là une question qui se pose, c'est est-ce que ce destin meilleur suffit? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte véritablement le bonheur? Ou bien, justement, il entraîne aussi la rupture sociale, la rupture familiale, il entraîne une autre façon d'être qui peut être heureuse et qui peut être aussi gênante à certains moments, parce que il y a ce sentiment de trahison possible pour celui qui a réussi grâce à l'aide des autres. C'est vrai, être aidé par quelqu'un, c'est à la fois quelque chose d'heureux et quelque chose qui peut être inquiétant. Et justement, une phrase de personnage qui revient plus tard sous un autre nom, il s'appelait Speranza. Donc l'espérance, son nom de naissance, qui était une espérance, et il avait fini par prendre le nom de ceux qui l'ont adopté, Benvenuti, ce qui nous en signale aussi beaucoup. Et donc, bon, tout l'enjeu est de savoir quel sera finalement le choix du nom, peut-être. Et donc ça, je vous laisse le mystère là-dessus. Mais voilà une phrase à un moment qu'il dit, cette fois sous son apparence d'adulte plus tard, presque 50 ans plus tard, il dit « J'ai été aidé, c'est sûr, mais j'ai aussi eu horriblement honte. L'accueil, la solidarité, comme tu dis, ça a aussi un goût amer, à la fois pour ceux qui en font preuve et pour ceux qui en bénéficient. » Et c'est vrai que c'est la grande dimension de ce livre, d'arriver, et je pense que c'est ce à quoi les membres du jury ont été sensibles. Ils sont sûrement leur approche aussi, mais il me semble qu'on ne peut pas échapper à cette richesse, à cette finesse de la réflexion qui s'ajoute à celle de la narration, et donc
pour nous, c'est une histoire dans une période et un lieu qui peuvent nous paraître lointains, mais qui se rapprochent justement de nous brutalement par cette dimension justement de honte possible d'avoir été aidé. Et donc, je crois que ce qui fait toute la réussite de ce livre, c'est ce traitement qui est apporté à ces grands thèmes, c'est-à-dire le traitement malicieux parfois. Je vais donner quelques exemples d'idées drôles, de détails qui font sourire, et puis en même temps la gravité qui vient, sans pathos, comme ça a été signalé tout à l'heure. C'est tout simplement un moment grave, mais qui ne tourne jamais au sentimentalisme. Et donc c'est ce qui fait vraiment, pour moi, un livre d'exception dans ce train des enfants. Je crois que, avant de remettre le prix, nous allons avoir l'occasion d'entendre et de voir l'auteur elle-même. Bravo. Buongiorno a tutti, io sono molto contenta, anzi sono onorata di poter ricevere questo premio, di cui vi ringrazio profondamente. E il mio unico dispiacere è di non poter essere qui con voi dal vivo, in presenza, per poterlo ricevere dalle vostre mani. Però avevo l'esigenza di riuscire a comunicarvi quello che per me ha significato questo libro, questa storia. Si tratta infatti di una storia di fantasia che però ha una base storica vera. Io sono nata nella città di Napoli, dove il libro è ambientato, eppure ancora oggi a Napoli questa storia, la storia dei bambini del dopoguerra che vennero ospitati nelle famiglie comuniste del centro e nord Italia, non è una storia molto conosciuta. È un po' più conosciuta nelle città, nelle regioni di accoglienza dei bambini, e probabilmente questo perché il fatto di aver dovuto consegnare i propri figli a degli estranei era motivo di imbarazzo e di vergogna quasi per le famiglie che avevano partecipato a questa iniziativa, perché questo testimoniava la loro assoluta povertà e impossibilità di provvedere ai loro figli. E la cosa bella che è legata a questo libro, che ha avuto un grande riconoscimento, un grande amore da parte di tante persone, è che dopo aver letto Il treno dei bambini, molte famiglie hanno ricominciato a parlare di quella storia, hanno voluto raccontare la loro esperienza ai loro figli, ai loro nipoti, e quindi è come se la memoria avesse aperto le sue porte e i ricordi personali delle singole persone fossero diventate memoria storica, cioè qualcosa da condividere. Quella vicenda, che poteva sembrare di vergogna e di imbarazzo, è stata riconosciuta per quello che era, cioè una grandissima operazione di solidarietà che ha unito negli anni dell'immediato dopoguerra le famiglie italiane del nord, del centro e del sud in un'unica rete solidale, e ha messo in evidenza anche l'impegno e la partecipazione delle donne italiane, che erano unite nella Unione Donne Italiane, una associazione che raccoglieva donne vicine alla sinistra, in particolare al Partito Comunista Italiano, ma non solamente, donne che erano state nell'Assemblea Costituente, cioè l'assemblea che aveva dato vita alla Costituzione italiana, donne che erano state partigiane, avevano partecipato attivamente alla resistenza contro il nazifascismo. Ebbene, quelle donne sono state capaci di immaginare e di mettere in pratica questa iniziativa, che fu un'iniziativa
non solo di assistenza ai bambini e alla maternità, ma un'iniziativa politica perché portò un nuovo elettorato al Partito Comunista, in particolare nelle regioni del Sud Italia che al momento del referendum dopo la guerra tra monarchia e repubblica avevano scelto la monarchia, avevano votato alcune regioni del sud in massa per la monarchia. Ed ecco che invece questa iniziativa che andava a operare sul territorio, salvando la vita di tanti bambini e tante famiglie bisognose, mostrò alle persone anche nel meridione che non era vero che i comunisti mangiavano i bambini, come si diceva all'epoca, ma anzi che i comunisti davano da mangiare ai bambini, li nutrivano. E per me scrivere questo libro è stato intraprendere un viaggio in questa storia, nella storia del dopoguerra, ma anche nella storia della mia città, Napoli. E ho cercato di ripercorrere le strade dell'epoca attraverso gli occhi di questo bambino, Amerigo Speranza, la cui storia però è una storia di fantasia, così come di fantasia il personaggio di sua madre, Antonietta Speranza, e della famiglia che accoglierà Amerigo a Modena, la famiglia di Derna, di sua cugina Rosa, del marito Alcide e dei tre piccoli fratellini Rivo, Luzio e Nario. Mi è servito scrivere questa storia perché avevo bisogno di comprendere come il distacco dalla propria famiglia, dalla propria madre, possa essere da un lato un motivo di dolore, di tristezza e di dispiacere e dall'altra parte però una grandissima possibilità. E quindi ho cercato di mettermi negli occhi di quella madre che vede suo figlio piccolo partire a bordo di un treno e farsi sempre più piccolo all'orizzonte e poi sparire. E ho pensato che per quella madre compiere quel gesto potesse essere la più grande dimostrazione di amore che un genitore possa fare nei confronti del figlio, cioè quello di lasciarlo andare e di capire che a volte il suo bene, il bene di quel figlio, può essere lontano dal genitore materialmente. Ho provato a immaginare anche il momento del ritorno di Amerigo e le inevitabili frizioni che potevano crearsi tra quella madre e quel bambino così uniti tra loro, così innamorati l'uno dell'altro, eppure separati dalla violenza della storia, dalla violenza della povertà, perché la povertà non è una colpa, la povertà è una condizione sociale contro cui combattere, è il risultato sempre di una società ingiusta, di politiche sbagliate, di scelte che ricadono sugli ultimi della società, in particolare sui bambini e sulle donne che se ne dovevano occupare. Credo che uno dei punti che ha fatto maggiormente affezionare i lettori a questa storia è stato proprio questo, cioè la condizione di colui che ha perso le sue radici dei rasinè, che deve affrontare il rapporto, l'integrazione in una realtà diversa, non rinunciando però alla sua cultura, alle sue ricchezze familiari e personali. Quindi Amerigo è un bambino che si sente diviso a metà a un certo punto tra affetti diversi, tra luoghi diversi, tra dialetti diversi, perché i bambini napoletani all'epoca non venivano compresi nel loro modo di parlare dalle famiglie del centro e del nord Italia. Quando ho presentato questo libro nelle scuole in Italia, molto spesso tanti ragazzini che sono italiani di seconda o terza generazione, io direi che sono italiani tout court, senza differenze, e che però hanno origini straniere, mi hanno detto: io mi sento proprio come Amerigo, mi sento diviso a metà.
e abbiamo dialogato su questo argomento, giungendo a una conclusione che questo sentirsi divisi può essere però una ricchezza, può essere l'incontro tra due mondi differenti e non certamente lo scontro. E questo è il motivo per cui io vorrei dedicare questo premio, questo meraviglioso riconoscimento a tutti i bambini che affrontano un viaggio, che affrontano dei cambiamenti, anche se non si sono mai mossi dalle loro case, perché crescere è di per sé sempre un viaggio. E a tutti questi bambini io auguro buon viaggio dal profondo del cuore, qualsiasi sia il vostro treno. Grazie a tutti. Merci Charlotte, merci François d'avoir si bien parlé de ce livre. Malheureusement, donc Viola, qui est en ce moment en train de présenter en Italie son nouveau livre, ne peut pas être avec nous. Mais elle sera là pour Étonnant Voyageur si vous l'invitez. Et on organisera à ce moment-là, un moment, c'est des éditions Albin Michel, organiseront un moment pour que vous puissiez la voir, la rencontrer, et pour qu'elle puisse vous remercier en personne. Comme vous avez pu le voir, c'est une femme merveilleuse, à la fois un grand écrivain et une femme exceptionnelle dans ses qualités humaines. Donc je pense que vous serez tous très heureux à ce moment-là de pouvoir la rencontrer, et elle vous signera bien évidemment son livre à ce moment-là. Voilà. Merci Monsieur Olivier Rolec pour ce magnifique lieu, et puis pour juste à ce magnifique cadeau pour Viola qui en sera extrêmement touchée. Donc bien évidemment on organisera ça chez vous le moment venu. Merci à tous. Un mot très court. Merci beaucoup d'abord à Charlotte d'organiser tout ça. On est très admiratif sur le travail accompli par l'Ancre Malouine et par toutes les parties prenantes et forces vives de l'association. On a eu le temps un peu de s'en parler au cours des dernières années, mais c'est vrai que dans ce monde toujours plus immédiat et ce monde de l'immédiateté permanente, c'est quand même bien de temps en temps de mettre un peu de connaissance, de réflexion et de temps un peu suspendu, posé. Dans ce monde d'où on sort, où on ne pouvait plus voyager, je pense que beaucoup ont pris plaisir à voyager dans les livres, que ce soit dans l'histoire ou dans la géographie. Et je pense que le livre de Viola en est un très bon exemple. Donc encore merci à tous. Et monsieur, je le connais, c'est ton frère. Oui, c'est ça. Salut. Ça va? Oui. On ne s'est même pas dit. Oui.